Enchanté tout le monde. On va répondre à toutes les questions, bien sûr, au fur et à mesure de ce webinaire consacré aux blessures sportives. Et on va énoncer pas mal de chiffres, mettre en perspective le sport, les blessures. Dans l'actualité sportive actuelle, il y a bien sûr les Jeux Olympiques d'hiver qui ont lieu en ce moment. Alors nous, on va s'attarder plus sur des blessures qu'on rencontre plus souvent en cabinet et que vous êtes plus fréquemment amenés à rencontrer dans votre pratique sportive au quotidien. On va répondre à toutes ces questions au fur et à mesure du webinaire. Merci pour le cadre. Un sportif pas très connu, Michael Jordan, une petite carrière, enfin bon, un amateur. Donc pour lancer, je vais vous expliquer un petit peu le plan de ce webinaire. Je vais présenter globalement les bases et de ce dont on va parler, le cadre. Je vais vous expliquer un petit peu du contexte épidémiologique, c'est-à-dire des données de santé publique récentes sur des études en gros qui datent entre 2021-22 jusqu'à aujourd'hui en 2026. On a notamment eu des études de santé publique sur des blessures sportives, on pourra en commenter un petit peu, et des données de santé publique vraiment alarmantes sur la pratique sportive des jeunes aujourd'hui en France. Je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet avec cette étude qui a été publiée en septembre 25. Des élèves de 6e ont été testés. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu plus de 250 000 élèves de 6e en France qui ont été testés, à la fois dans des lycées publics, des lycées privés, sous contrat avec l'État toujours, pour avoir bien sûr le même programme. Et les chiffres qui ressortent de cette étude sont dramatiques. Peut-être vous en avez entendu parler. Et il y a aujourd'hui un maximum d'élèves d'élèves de 6e, j'entends, qui sont incapables de courir plus de 5 minutes. Quand je dis beaucoup, on se parle de la moitié. 50% de nos enfants sont aujourd'hui incapables de courir plus de 5 minutes. 5 minutes d'affilée, mais pas à une allure folle, à une allure de 9,5 km par heure, c'est-à-dire à peine plus qu'un léger trottinement. C'est dramatique, ça fait le lit de énormément de pathologies chroniques qui sont pour la plupart avec des pronostics vitaux engagés. On se parle de diabète, on se parle d'hypertension artérielle, on se parle d'hypercholestérolémie. C'est dramatique. Nos enfants et futurs enfants, pour la plupart d'entre nous, vont devenir, si on ne fait rien, des sédentaires, en surpoids et qui sont incapables de courir. Donc c'est alarmant et il faut prendre en compte ces données et insister, c'est ce qu'on fait tous en santé en France, les éducateurs sportifs, les coachs sportifs aussi, insister sur la nécessité pour notre santé de pratiquer davantage d'activité physique. Donc je voulais vous partager ce chiffre en préambule parce qu'il est alarmant. On se parlera tout à l'heure un petit peu plus, on va faire un focus sur 2 pathologies particulières qui donnent lieu à plusieurs questions. La plupart des questions qui nous ont été remontées concernent ces 2 pathologies. On se parle du syndrome de l'essuie-glace. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est une pathologie du genou, plus particulièrement chez les coureurs, où on a une bandelette latérale qui frotte sur le côté du genou. C'est une pathologie mécanique, mais qui peut conduire à l'arrêt complet du sport et qui est très douloureuse. Et je vous parle en connaissance de cause, puisque j'en ai été victime plus jeune. Et la deuxième pathologie qu'on peut regrouper, alors il y a plusieurs dénominations, mais pour se comprendre, on se parlera de périostite. Le périoste, c'est l'enveloppe qui entoure nos os et qui s'inflamme à l'occasion d'une pratique sportive mal adaptée, mal dosée. Et on fera un petit focus un petit peu plus particulier là-dedans. Ce sont 2 pathologies qui ne sont pas l'apanage des runners, des coureurs, mais c'est chez eux évidemment qu'on en rencontre le plus. Et c'est la plupart du temps le sport qui est le plus pratiqué aujourd'hui. Donc logique que vous pouvez rencontrer dans les sports collectifs, du vélo, voilà. Je ferai un petit focus sur la course à pied, mais vous retrouverez les mêmes chiffres dans les autres sports. Quelques chiffres également toujours en introduction de ce webinaire. Je suis moi-même un pratiquant de running. On est surpris de voir autant de gens qui courent. C'est vrai que paradoxalement, on voit qu'il y a, on voit les élèves de 6e qui font pas assez de sport, mais chez les jeunes adultes et plus même, que ça soit les femmes ou les hommes d'ailleurs, c'est en proportion égale, on se rend compte qu'il y a beaucoup de Français qui courent. En France, nous sommes 12,5 millions de Français à courir régulièrement sur une étude depuis 2023-2024 et 2025, on a à peu près les mêmes chiffres. Ça représente tout de même 25% de la population française. Un Français sur 4 court au moins une fois par semaine. On a aussi dedans des coureurs un peu plus réguliers, qui courent un peu plus, mais disons que les Français qui courent au moins une fois par semaine sont 8 millions. Et on a autant d'hommes que de femmes, donc ça, c'est plutôt bien. Dans le monde, pour donner un peu de contexte, selon une estimation qui date de 2017, on a 621 millions de coureurs dans le monde, donc ça fait beaucoup. Et aux États-Unis, en comparaison, ils sont 50 millions de coureurs. Donc c'est
un phénomène qui va grandissant et qui répond à de nombreux besoins de santé publique et des besoins sportifs. Donc ça, c'était pour un petit peu introduire ce qu'on va se dire dans le webinaire. Et on peut rentrer également directement maintenant sur les premières questions qui nous viennent. Quelles sont les blessures les plus courantes dans le sport? Alors pour faire simple, on a en gros, on va segmenter le corps, on a le membre inférieur qui regroupe le pied, cheville, genou, la cuisse, le mollet, la hanche. On a le membre supérieur, donc c'est épaules, bras, coudes, avant-bras, poignets, mains et doigts. Et on a le reste qu'on appelle le tronc, donc c'est de la tête en gros jusqu'au bassin. Eh bien, il faut savoir que dans le sport, on a 70% des blessures qui concernent les membres inférieurs, donc chevilles, genoux, etc. Ensuite arrive le dos et le tronc, avec le mal de dos, les douleurs dorsales, les hernies, il peut y avoir également des fractures, 15 à 20%. Et le reste, donc les 10-15% restants, c'est le membre supérieur et en très grande partie l'épaule. Donc on a beaucoup de sports à base de lancer, etc. Évidemment, l'épaule est plus concernée. Les types des blessures le plus fréquents qu'on retrouve, on a les tendinopathies, on regroupe sous ce nom tout un tas de pathologies. En gros, c'est les inflammations du tendon et autour du tendon, les bourses séreuses, on parle de bursite. On a les inflammations et les pathologies mécaniques du tendon. On ne sait pas encore très bien aujourd'hui ce qui se passe à l'intérieur du tendon quand on a une tendinite, comme on disait avant. Est-ce que c'est inflammatoire? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que c'est mécanique, dégénératif et à l'intérieur de ça, on a des petites phases inflammatoires? Bref, ça discute beaucoup dans la communauté scientifique pour savoir exactement ce qui se passe et que ça s'appelle la physiopathologie. Ça veut dire en gros le mécanisme pathologique qui est sous-jacent. Il n'est pas encore aujourd'hui très très bien compris. C'est en cours de recherche bien évidemment parce que c'est entre 30 et 50% des blessures dans le sport, les tendinopathies. Ensuite, on retrouve les entorses. Les entorses, ce sont des lésions traumatiques des ligaments. Les ligaments sont des moyens d'union des articulations, ça vient renforcer la capsule articulaire qui est la poche à l'intérieur de laquelle nos os peuvent bouger, et donc c'est forcément traumatique. On ne peut pas se réveiller le matin avec une entorse sans raison, c'est obligatoirement suite à un traumatisme plus ou moins violent et plus ou moins direct. On peut par exemple recevoir un choc sur le pied qui du coup étire les ligaments de la cheville, on a une entorse, comme on peut se tordre le pied tout seul en marchant, en mettant le pied dans un trou par exemple. Donc ça c'est entre 20 et 30% des pathologies. Ensuite, en 3, il y en aura 4, on a les contractures et les blessures musculaires. Dans les blessures musculaires, il y a différents stades. Ça va de la petite élongation, il y a quelques petites fibres musculaires qui sont abîmées, étirées, rompues, jusqu'au claquage, comme on appelle ça populairement, mais donc la déchirure musculaire, jusqu'à la désinsertion complète du tendon du muscle sur son attache osseuse. Donc là, c'est dramatique, c'est chirurgical quasiment tout le temps. Et ça représente l'ensemble de ces pathologies-là, entre 20 et 25% des blessures. Et enfin, on a un nom qui souvent inquiète les patients parce qu'on ne comprend pas. Ça s'appelle les fractures de fatigue. Alors dans l'esprit des gens, fracture et fatigue, ça va pas ensemble. Une fracture, c'est boum, un traumatisme, il casse l'os, qu'est-ce que vient faire la fatigue là-dedans? Et en fait, ça correspond entre 5 et 10% des blessures. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Et ça correspond en fait à un surmenage local sur l'os, une surutilisation de l'os qui du coup fissure, déstructure l'architecture à l'intérieur de l'os et qui augmente au fur et à mesure de l'activité. Et si on ne fait rien, ça peut s'aggraver. Donc, dernier chiffre intéressant à noter là-dedans, 80% des blessures sportives, 80%, 8 sur 10, sont des blessures de surcharge, de mauvais dosage d'entraînement, de surentraînement, d'inadaptation entre ce qu'on a envie de faire et le volume d'activité qu'on met sur le squelette et l'appareil musculo-squelettique. 80% de ces blessures-là sont donc en grande partie évitables. On peut faire de la prévention pour éviter ces pathologies. Les 20% restants sont des accidents et donc des traumatismes, voilà, comme par exemple, on joue au football, on prend un tacle dans le genou, bon bah là évidemment il y a des lésions ligamentaires, ou comme la malheureuse Lindsey Vonn que certains ont peut-être vu aux Jeux Olympiques, qui s'est éclaté le genou. Je continue sur ces chiffres-là. Quels sont, une question qui revient souvent également, quels sont les principaux symptômes des blessures sportives? C'est pas très compliqué, c'est la douleur qui amène les gens à consulter. On a une douleur, on va dire, normale, on a une douleur d'alerte et on a une douleur vraiment de blessure qui impose l'arrêt. En médecine, on a plusieurs moyens d'évaluer la douleur. Le plus simple, le plus connu, c'est ce qu'on appelle l'échelle visuelle analogique ou l'échelle numérique simple, où on demande au patient de noter sa douleur entre 0 et 10. 0, c'est pas de douleur, tout va bien.
Et 10, c'est la douleur maximale connue ou supportable par le patient, qui est bien évidemment subjectif en fonction de son vécu et de sa résistance à la douleur. On sait que c'est différent. Chacun a des voies de la douleur différentes. C'est différent entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Donc, on demande aux patients de noter. Donc, en gros, une douleur normale, acceptable, ce serait entre 0 et 3. C'est une petite gêne qui est supportable et qui n'empêche pas de s'entraîner. Vous avez le cran d'après, c'est en gros 4, 5, 6, où là, il faut commencer à se demander ce qui se passe et à adapter son entraînement. C'est quand même un signe de surcharge. Il faut savoir adapter l'entraînement, stopper temporairement, mettre un peu de repos, doser, changer d'activité, faire autre chose, modifier la technique. Enfin, il y a plein de choses. Traumatisme aigu qui peut être présent la nuit également. Donc là, ça impose l'arrêt temporaire ou au moins de mettre au repos la région concernée pour consulter, diagnostiquer et mettre en place le traitement qui va bien. Globalement, une douleur qui augmenterait vraiment à l'effort, qui ne passerait pas avec le repos, impose une consultation assez rapidement pour évaluer en fait l'origine et les traitements. Alors, une question qui revient souvent, et après je ferai une pause pour répondre aux quelques questions que je vois qui se présentent. Quelle est la différence entre des courbatures et des blessures musculaires? Alors, c'est simple, les courbatures, c'est on peut dire lésion, mais c'est pas le bon mot, c'est en fait l'usure, si je puis dire, des fibres musculaires qui s'effilochent un petit peu, qui sont abîmées par l'effort, notamment les efforts qu'on appelle excentriques, c'est-à-dire en étirement, quand on freine un mouvement, par exemple le mouvement de squat, par exemple, il y en a 1000 autres évidemment, sont des douleurs qui arrivent dans les 24 à 48 heures après un effort souvent inhabituel. Ça nous arrive tous, par exemple, pas nécessairement qu'au sport. Du reste, je me mets à jardiner, à tondre une haie complète. Je risque d'avoir des courbatures le lendemain parce que c'est pas un effort que je fais tous les jours et il est assez sollicitant. Donc ça, ce sont des douleurs diffuses dans les muscles, légères. On est en dessous de 3/10 de toute manière, sensibles quand on touche à la palpation, mais qui diminuent spontanément entre 3 et 5 jours. Et généralement, ce sont des douleurs qui sont également améliorées quand on chauffe la région. C'est des douleurs vraiment diffuses, sourdes, difficiles à localiser, il n'y a pas un point précis. En revanche, la douleur liée à la déchirure, à la blessure musculaire, donc que ça soit une élongation ou une déchirure musculaire, je ne vais pas rentrer dans le détail des deux, mais c'est une douleur qui est quasi immédiate, brutale. On sent une pointe ou alors vraiment on sent quelque chose qui se déchire à l'intérieur de son corps et de ses muscles. C'est une douleur qui est localisée, qui est précise, qui peut être modérée quand c'est des lésions pas bénignes, parce qu'aucune lésion n'est bénigne, mais disons des lésions peu graves, mais qui peuvent être également très fortes. Une déchirure musculaire, ça fait très très mal tout de suite et ça impose l'arrêt sportif quasi immédiatement. On a tous vu des footballeurs sortir en se tenant l'arrière de la cuisse. C'est une déchirure des ischio-jambiers, c'est très classique dans le football. Et là, ça impose immédiatement l'arrêt. La douleur, elle est stable ou elle augmente, mais elle diminue pas tout de suite. Et l'échauffement, la chaleur et tout ça, ça ne change rien. C'est un traitement qui va prendre entre 3 semaines et 1 mois et demi, 2 mois en fonction de la gravité. Et voilà. Donc, le message à retenir, c'est que les courbatures sont complètement normales avec une augmentation d'entraînement ou un effort qui est nouveau. Pas d'arrêt complet, pas nécessairement de traitement parce que de toute façon, c'est même plutôt bénéfique parce que le corps va se reconstruire avec des fibres musculaires plus fortes. On peut faire un peu de massage, un peu d'étirement, doucement, mobiliser tranquillement. En revanche, en cas de déchirure, là, c'est pendant les 2-3 jours qui suivent ce qu'on appelait avant le protocole RICE qui a été remis en question récemment. On parle plutôt aujourd'hui de Peace and Love. Je vais pas rentrer dans le détail du protocole, mais en gros, il faut calmer temporairement, comprimer la région qui est atteinte. On peut mettre un peu de glace, ça va jouer sur l'aspect douleur. On va surélever légèrement le membre pour faciliter le flux sanguin. Et puis aujourd'hui, on rajoute aussi de l'éducation thérapeutique, par exemple après une blessure musculaire. Il faut pas un arrêt complet pendant plusieurs semaines, c'est complètement délétère pour la fonction musculaire. Il faut se remettre très vite en mouvement. Donc ça, il faut l'expliquer aux patients, il faut expliquer les délais. On rajoute également ce qu'on appelle de la vascularisation, c'est le V de Love. Là, ça va en fait permettre, on va pouvoir faire du vélo avec une lésion musculaire. On va pouvoir faire du vélo doucement parce que le muscle n'est pas étiré. Donc on va pouvoir travailler tranquillement. Tout ce qui ne fait pas mal et qui va permettre d'oxygéner et de permettre l'évacuation des déchets métaboliques et de faire cicatriser la lésion. Et puis on évite les anti-inflammatoires au début parce que, ok, ça va calmer la douleur, hein, c'est fait pour. Par contre, ça va
ça aurait tendance à bloquer la réaction inflammatoire, ça va avec le médicament, et donc à ralentir la cicatrisation des tissus. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que quand on a mal, juste pour poser le pied par terre, on est bien content de plus avoir mal avec un médicament. Rapidement, avant de prendre quelques questions, on demande souvent aussi quels sont les signaux d'alerte, à partir de quand il faut s'inquiéter. Bon, quand on a une douleur brutale, il faut essayer de s'inquiéter quand même, ou au moins d'aller demander l'avis au médecin. Quand une douleur augmente progressivement sur plusieurs semaines sans nette amélioration, pareil, quand on a une douleur présente à la marche, il faut se poser la question. Quand la douleur ne disparaît pas au repos, si la douleur réveille la nuit, pareil, il faut aller consulter. Quand la douleur est présente le matin, qu'il y a un temps de dérouillage important. Et puis, quand on fait du sport, il y a des zones qu'il faut connaître. On est susceptible d'avoir des douleurs liées à des fractures de fatigue. Donc, quand on a mal dans les tibias, quand on a mal dans les pieds, dans les os des pieds, autour du fémur, dans la hanche, ou au sacrum, qui est l'os en bas de la colonne vertébrale. Pareil, il faut aller demander l'avis au médecin. N'oubliez également jamais que chacun est différent et que une douleur ne sera pas évaluée de la même façon chez une femme post-ménopause qui s'est mise à la course à pied et un jeune de 20 ans qui vient de se mettre également à la course à pied. Il y a tout un contexte médical, hormonal, endocrinien qu'il faut bien sûr prendre en charge. Je vais prendre quelques questions. Bonjour, suite à une séance de musculation, j'ai fait du hip thrust en chargeant plus lourd que d'habitude. J'ai déclenché une douleur à la hanche gauche, probablement insertion du psoas. J'ai arrêté l'exercice plusieurs mois. J'ai fait une remise progressive en charge, max 50%. Cependant, la douleur est toujours là, revient par intermittence dans des moments variés, des mouvements quotidiens hors sport. Comment s'en débarrasser? Eh bien, la douleur de hanche chez un sportif, il faut aller consulter parce que il y a plein de pathologies à éliminer qui sont pas graves, qu'il faut aller éliminer sur des douleurs de hanche. Ça peut être par exemple un début d'arthrose. On sait que l'arthrose, ça peut commencer chez les jeunes. C'est pas une maladie de vieux. On en trouve plus chez les personnes âgées, évidemment, mais on en a aussi chez les jeunes. Ça peut être des conflits de hanche, qu'on appelle des conflits fémoraux pour fémur, acétabulaires pour le nom du réceptacle de la hanche qui reçoit la tête du fémur, enfin la tête fémorale, pardon, et qui permet de faire les mouvements de la hanche. Donc tout ça, il faut aller regarder. Les tendinopathies et les douleurs du psoas, c'est un grand mythe de la médecine. C'est très rare, in fine, et il y a d'autres pathologies à éliminer avant. On incrimine ce pauvre psoas de toutes les douleurs de hanche, mais il fait en général son travail et c'est pas lui d'ailleurs le principal muscle fléchisseur de la hanche, c'est son copain, c'est l'iliaque. Ce ne sont pas les mêmes muscles, même s'ils ont une terminaison qui est commune. Le psoas, lui, c'est un muscle qui remonte sur la colonne lombaire jusqu'en haut, très très haut dans la colonne lombaire, et c'est un tout petit muscle, petit muscle, grêle mais long. Et par contre, l'iliaque, qui est un muscle uniquement à la hanche, à l'avant de la hanche, lui, il est massif et c'est lui qui fait fléchir la hanche, c'est pas tant le psoas. Donc bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites à ce niveau-là. Donc consulter, médecin du sport, et puis en général mettre en place le traitement qui va bien. Les douleurs de hanche sont aujourd'hui beaucoup mieux connues que par le passé, qui était la grande oubliée en médecine du sport. Il y a des traitements, généralement ça passe par de la kinésithérapie, en plus des traitements médicamenteux, et on s'en sort très très bien. Et puis bien sûr adapter la pratique, parce que souvent, la pratique des mouvements de musculation, des erreurs techniques, comme on l'a dit au début, les blessures de surmenage ou de malmenage, c'est 80%. Donc il suffit des fois d'adapter la position, de voir si techniquement on est bon, et puis de passer avec un coach qui a l'habitude de ça. Alors je vais prendre ensuite de Pablo, donc douleur de 0 à 3, on peut continuer à s'entraîner. J'ai une ancienne périostite tibiale qui se réveille un peu, mais ça reste stable, je cours 5 fois par semaine. Alors oui, on peut continuer à s'entraîner, il faut généralement quand même doser l'entraînement qui est mis en place, vérifier le volume qui est mis en place, vérifier les périodes de repos qui sont instaurées également, faire ce qu'on appelle de l'entraînement croisé, c'est-à-dire couplé avec du vélo pour être en décharge, c'est-à-dire quand on est sur un vélo, on n'appuie plus ou plus autant sur ses membres inférieurs et donc on peut continuer le travail musculaire cardio-respiratoire sans surcharger le tibia avec des contraintes en compression trop fortes et des tractions musculaires trop fortes sur le tibia, on y reviendra après. Donc on peut continuer à s'entraîner, oui, il faut mieux même, parce que généralement le repos complet et absolu ne va pas être positif, parce que les conséquences de l'inactivité et du repos complet sont parfois pires que le problème lui-même. Donc on se déconditionne complètement, et généralement, il y a beaucoup de patients et de sportifs qui font ça, ils ont un problème, ils se reposent 2 mois, ils font plus rien, ils reviennent à l'activité et tout de suite ils ont un nouveau mal. Il dit je comprends pas, alors qu'en fait si, la cause
n'a pas forcément été traité, donc même cause, mêmes effets. Et le fait d'avoir arrêté l'entraînement pendant 2-3 mois suffit à se déconditionner. Et quand on reprend, on n'est plus entraîné et c'est encore pire. Donc il faut repos complet en général, à part une très grosse blessure, c'est pas conseillé. Alors je continue. Il y a une question aussi qui revient souvent. Comment savoir si une douleur est liée à une fracture? Ça va généralement chez le médecin, mais une fracture de fatigue, vous avez une douleur qui est donc osseuse sur des trajets de l'os, sachant qu'ils sont pas tous sous la peau, donc pas facile de les palper. Elle est profonde, elle est sourde, mais la palpation de l'os sur le tibia, sur le long de la crête tibiale et sur la face médiale du tibia, on peut suivre la douleur avec le doigt. Ça, c'est un signe quand même plutôt en faveur d'une fracture de fatigue. Et généralement, une fracture de fatigue, si vous vous reposez 10-15 jours, vous reprenez, ça n'a rien changé. L'os est un tissu vivant qui est vascularisé, mais qui se renouvelle, par exemple pour le tibia, en 3 mois. Et donc, c'est pas 15 jours de repos qui vont améliorer la chose, il faut rentrer dans un protocole un peu plus long. Dernière chose sur les fractures de fatigue, quand on percute l'os à la surface avec les doigts, ça déclenche la douleur très fortement, parce qu'il y a l'impact plus la vibration le long des travées osseuses, donc ça fait très très mal. En général, si ça c'est positif et que ça reproduit votre douleur, attention parce qu'on peut se faire mal en tapant n'importe où, donc si ça reproduit spécifiquement votre douleur, il y a quand même de fortes chances que ça soit une fracture de fatigue. En tout cas, il faut consulter. Pour les tendinopathies, on a la douleur sur le tendon. Par exemple, si on se parle du tendon d'Achille, qui est très fréquent, qui est le tendon derrière le talon et derrière la jambe, qu'on peut individualiser vraiment avec les doigts. Quand on a mal à cet endroit-là, c'est plutôt en faveur quand même d'une tendinopathie. On peut avoir mal à l'étirement, on peut avoir mal à la contraction résistée, c'est-à-dire qu'on fait contracter très fort le muscle si ça déclenche la douleur, plutôt en faveur d'une tendinopathie. Périostite, donc on a parlé, fracture de fatigue tout à l'heure. Périostite, c'est un peu pareil, la douleur autour de la membrane qui entoure l'os. On a une sensation peu de brûlure, c'est une douleur vraiment très désagréable autour de l'os, très superficielle, le long du tibia, et qui, dès le début de l'activité, fait mal. Et puis, ça peut un peu se calmer. Si on force un peu dessus au début, ça a tendance à se calmer, ce qui est très mauvais, parce que c'est là où on se dit, tout va bien, il me fallait que je m'échauffe. Et puis, ça revient au cours de l'activité, et là, c'est pas terrible. Bon, ça peut s'améliorer également, il y a plein de traitements. On va passer à la prise en charge. En gros, qu'est-ce qu'il faut faire? On l'a dit tout à l'heure, est-ce que le repos suffit pour soigner une blessure sportive? Eh bien non, le repos seul ne suffit jamais. Parce que le repos, je reviens un tout petit peu dessus, ça entraîne une atrophie musculaire. Pour donner un ordre de grandeur, parce que des fois on dit ça, mais on ne sait pas de quoi on parle, 1% de la masse musculaire par jour d'immobilisation. Retenez ça, un jour d'immobilisation, 1% de la masse musculaire du segment qui perd. Ensuite, la capacité à sentir son corps, à percevoir les mouvements, eh bien ça diminue quand on s'immobilise. Les capteurs articulaires qui sont là pour informer le cerveau de ce qui se passe se désadaptent et fonctionnent moins bien. Et puis quand on se repose complètement et qu'on reprend l'activité comme avant, là vous avez un risque de récidive qui est 2 à 5 fois plus élevé que sans rééducation, sans rien. Donc ce qui fonctionne, c'est repos relatif, c'est-à-dire diminuer le niveau de contrainte sur la zone en question, mais pas arrêt complet. Éducation active, qui est basée sur des étirements, du renforcement musculaire, dosé, progressif, avec différents modes de contraction, en isométrie, c'est-à-dire des contractions sans bouger, des contractions concentriques où là on rapproche les insertions musculaires et excentriques où c'est les insertions musculaires qui s'éloignent. Tous les modes de contraction musculaire sont bons. Donc voilà, dosage des contraintes, rééducation active, repos relatif et reprise doucement de l'activité, une reprise graduée de l'activité. Question suivante, quels sont les traitements les plus courants pour une blessure sportive? Je vais vous donner les grades scientifiques parce qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire sans aller vérifier scientifiquement si ce qu'on dit a été démontré par des tas d'études. Donc on sait qu'aujourd'hui, l'exercice thérapeutique chez le kinésithérapeute et ensuite avec des relais en salle de sport ou dans des espaces de sport santé, tout ce qu'on veut, c'est grade A. C'est l'évidence maximale, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est un consensus. Il faut absolument rester en mouvement, rester actif si on veut guérir de sa blessure. Surtout pas repos complet et surtout pas kiné à faire que du passif. Massage, étirement et des ultrasons, ça suffira pas
pour guérir une blessure sportive. À l'inverse, parce que le pli inverse est aussi mauvais, de continuer comme si de rien n'était, de faire énormément d'activités, de continuer à charger, parfois en reproduisant les exercices qui ont déclenché la blessure, c'est aussi une bêtise. La vérité, elle est au milieu, et le maître mot en médecine du sport et en rééducation du sport, c'est le dosage. Donc, grade A, exercice. 2, thérapie manuelle. Il y a des preuves, ça marche, pas chez tout le monde, pas dans n'importe quel cas, pas tout le temps, mais ça marche. Thérapie manuelle, donc démobilisation articulaire, dérelâchement des tensions musculaires et tendineuses, faciales, démobilisation des groupes de tissus musculaires. On sait par exemple que l'inflammation a comme conséquence de coller les tissus, ça adhère. Et comme une cicatrice qu'on aurait sur la peau, bah, quand on se coupe, ça frotte et ça gratte. Donc il faut mobiliser la peau, mobiliser les tissus pour les faire bouger. Et donc la thérapie manuelle reste prouvée et utile et bénéfique dans vos prises en charge en combinaison avec l'exercice, pas tout seul. Après, il y a toutes les autres petites techniques ou thérapies qu'on peut mettre. On a les ondes de choc, on a de la cryothérapie, on a des compressions. Tout ça peut être utile. C'est pas forcément hyper efficace, ça dépend des cas de figure, mais en tout cas, on a l'obligation de moyens en thérapie et donc il faut faire tout ce qu'on peut pour soulager les patients. Vous pouvez faire ce que vous voulez, si ça vous fait du bien, peu importe, mais à condition de ne pas négliger les deux premiers, exercice thérapeutique et thérapie manuelle. Je parle en kinésithérapie parce que si on zoome un peu plus sur la médecine du sport, il y a bien évidemment tous les traitements qui sont mis en place chez le médecin. On va faire une petite pause, répondre à 2-3 questions, puis après j'attaquerai le focus sur le syndrome de l'essuie-glace. Alors, Philippe, en prévention, étirement avant ou après effort? Alors bon, ça c'est une question, depuis que je suis en âge de comprendre la médecine du sport et l'activité physique, c'est une question qui revient. Est-ce qu'il faut s'étirer? Est-ce qu'il ne faut pas s'étirer? Est-ce qu'on s'étire avant? Est-ce qu'on s'étire après? On s'étire combien de temps? 1 minute, 30 secondes, 3 minutes, 20 secondes? Est-ce qu'on s'étire en dynamique? En vérité, on n'en sait rien. Il n'y a pas de preuves, il y a des études qui montrent que, mais il y a d'autres études qui montrent le contraire. Il y a certaines méta-analyses qui peuvent montrer certains paramètres, mais elles sont contredites parce qu'il y a des biais dedans. En vérité, on ne sait pas. Ce qui semblerait-il actuellement, je mets vraiment des guillemets et je parle au conditionnel, semblerait vraiment efficace, c'est que avant effort, on a la nécessité de s'échauffer et donc de réveiller les circuits neuronaux, musculaires et tendineux qui vont être utilisés à l'effort. Donc ça va être des étirements actifs. Si je prends par exemple les fléchisseurs de l'avant-bras, je vais les mettre en tension et je vais tenir 2-3 secondes. Et c'est tout. Ça suffit pour informer mon cerveau que, attention, le muscle, il va aller dans toute son amplitude, et ça suffit. On sait également que si je tiens cette position-là longtemps avant effort, eh bien, ma performance de ces groupes musculaires-là à l'effort va diminuer. Donc, il ne faut pas s'étirer de manière continue 2 minutes avant l'effort. Ça ne marche pas. Il semblerait également qu'il faille plutôt, vous voyez, c'est très au conditionnel tout ça, s'étirer après l'effort et longtemps après, plutôt à froid. Bon, mais ça, encore une fois, ce sont les données qui sortent actuellement. Honnêtement, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le sport et dans la kinésithérapie, l'ostéo, l'enseignement. Il y a pas une seule donnée consensuelle en la matière. Je dirais que c'est un petit peu en fonction de chacun et des besoins de chacun. Par contre, il y a des erreurs qu'il faut pas faire. Les étirements feront jamais gagner aucune course ni aucun championnat. Par contre, ne jamais s'étirer et de négliger complètement, ça peut en faire perdre. Donc ça, c'est important de continuer à en faire un petit peu. Antoine, j'ai une douleur au genou gauche qui est apparue il y a plus d'1 an, malheureusement. Après plus de 6 mois de repos, la douleur reste. La douleur est notamment présente après 15 minutes, reprise de course, session de marche. Douleur également après de longues journées assises au bureau. La douleur au genou n'est quasiment jamais centralisée au même endroit. Savez-vous ce que ça peut être? Eh bien, comme ça, non, parce que ça ne suffit pas. Il faut aller consulter, passer du temps à questionner, à poser des questions spécifiques pour essayer de débusquer les potentiels coupables, combiner avec des éventuelles imageries, et puis avoir un diagnostic clair avec un traitement clair. Notez aussi un message important, c'est que toutes les blessures sportives sont très bien codifiées. On peut pas vraiment avoir de surprise. Dernière petite question, parce que je vois l'heure qui tourne. Que pensez-vous de la mésothérapie pour traiter des douleurs? Alors, c'est pas le traitement de première intention. La mésothérapie, pour expliquer très rapidement, c'est une infiltration dans les mésos, c'est-à-dire c'est des replis de fascia d'aponévrose
À ma connaissance, il n'y a aucune preuve scientifique forte qui encourage cette pratique. Maintenant, on constate chez certains patients des effets antalgiques intéressants. Donc, comme je dis tout le temps, si ça vous fait du bien, faites-le. Si ça peut vous aider, faites-le. Mais en tout cas, il ne faudra pas faire que ça pour traiter la douleur. On ne peut pas résumer une prise en charge médicale, rééducative, complète en matière sportive et la résumer à un seul traitement. Ça, c'est une erreur qu'on fait souvent. Tiens, j'ai une tendinite, je vais faire des ondes de choc. Tiens, je vais faire une infiltration. Ça marche pas. C'est un traitement complet qu'il faut, à l'intérieur duquel vous avez une multitude de techniques et une prise en charge sur le long terme. Je rappelle, 80% des blessures, c'est du malmenage ou du surmenage. Donc, c'est pas en une technique que ça va disparaître et que les causes qui ont mené à la douleur ou à la blessure vont être éliminées. Donc, ça prend un peu plus de temps. J'enchaîne maintenant sur un focus en particulier sur le syndrome de l'essuie-glace. Alors, le syndrome de l'essuie-glace, on a dit, il y a des synonymes, ou alors le syndrome de la bandelette iliotibiale. On a le long, vraiment, on peut tous la sentir le long de sa cuisse latéralement. Un peu, ça suit la couture du pantalon extérieur. C'est une bandelette fibreuse inextensible, hein, c'est dur au scalpel en dissection, c'est terrible à couper parce que c'est un enchevêtrement de fibres extrêmement rigides. C'est fait pour stabiliser le bassin et la jambe, le genou quand on est en équilibre sur une jambe. Donc c'est très important. Donc vous imaginez quand on court, le nombre de fois où on est en équilibre sur une seule jambe, on a en plus de ça quand on court 4 à 6 fois le poids du corps en contrainte qui arrive sur le genou. Donc il vaut mieux que ça soit solide pour tenir. Le problème de ça, c'est que l'anatomie fait que sur le côté du genou, on a un petit relief osseux qu'on appelle l'épicondyle latéral du genou et la bandelette passe pile devant ou derrière cette petite aspérité osseuse. Et c'est ça le fameux syndrome de l'essuie-glace, c'est parce qu'on a la bandelette qui va d'avant en arrière au fur et à mesure que le genou se plie, se détend. Et ça, pareil, un nombre de fois incalculable au cours d'une sortie de course à pied ou de vélo. Et donc, à force de frotter, ça s'inflamme. Généralement, on s'en inquiète pas, on continue, on force, et jusqu'au jour où le sportif arrive et dit « Bon, j'en peux plus, j'ai mal au genou, au bout de 10 minutes, aidez-moi ». Pour l'avoir subi en tant que patient, c'est une douleur horrible. C'est-à-dire que vous courez, au bout de 10 minutes, vous pouvez plus mettre un pied devant l'autre, c'est un poignard qu'on vous rentre dans le genou progressivement. C'est très douloureux, même malgré la meilleure volonté du monde, vous êtes obligé de vous arrêter. C'est, chez le coureur à pied, la deuxième cause de douleur du genou, avec ce qu'on appelle le syndrome fémoro-patellaire. Donc c'est très fréquent chez les coureurs. La localisation, c'est face externe du genou. Je rentre pas trop dans les détails de l'anatomie, mais on peut montrer vraiment où est la douleur. C'est spécifique à cette aspérité osseuse. Comment on le diagnostique? C'est facile. C'est un patient qui arrive, qui explique, voilà, j'ai mal au genou, je me suis mis à la course à pied, je fais du vélo, je cours un peu en forêt, j'ai mal au genou au bout de 10 minutes, j'arrive plus à courir. Bon, déjà, rien qu'en entendant ça, on sait à peu près où on va. Il faut toujours faire attention en médecine, hein. Il y a jamais de toujours ou de tout le temps ou de jamais, donc il faut toujours être très vigilant. Mais ça sent quand même le syndrome de l'essuie-glace. Donc on a des tests spécifiques. Je rentre pas non plus dans les détails et les noms du test, mais vous avez des tests de palpation, vous avez des tests d'aggravation de la douleur. Et quand on écoute le patient, on dit toujours en médecine, le patient vous donne le diagnostic, mais juste d'écouter le patient, de lui demander des questions ouvertes, de préciser sa douleur, il va vous dire quand je cours en descente, c'est l'horreur. Je cours sur une route instable. Typiquement, c'est l'apanage des coureurs qui vont en forêt, donc les trailers, ou alors des gens qui courent en montagne avec des montées-descentes, toujours chez le trailer, ou des gens qui vous disent ah tiens, j'ai fait des footings sur la plage. Mais oui, mais la plage, déjà quand c'est le sable dur, des fois c'est pentu en fonction de l'inclinaison de la plage. Des fois, c'est le sable mou, mais alors là, c'est encore pire. Donc, il y a des gens qui courent en forêt. Donc ça, c'est caractéristique aussi de ce syndrome-là. À Paris, je vous parlais du bois de Boulogne, on a souvent tendance à courir autour des lacs et dans le bois de Boulogne. Le bois, on l'a dit, c'est instable, et on a souvent tendance à faire le tour des lacs toujours dans le même sens. Sauf que le lac, il a une légère pente. Et voilà, au bout d'un moment, ça veut dire que certaines structures vont être un petit peu plus sollicitées que d'autres. Et à Paris, on a bien sûr les fameux pavés qui sont horribles quand on court et qu'on a ce type de douleur. Donc, on a aussi, quand on court autour du bois de Boulogne, on fait toujours les mêmes virages, avec toujours le même genou, toujours à l'intérieur, ou le même genou, toujours à l'extérieur. Donc ça, c'est bien en prévention de varier ces terrains de course et de changer ses circuits, de courir dans un sens, puis dans l'autre, de courir en ligne droite, de revenir, et de varier ces terrains d'entraînement. Il y a des tests, je vous les mentionne par curiosité, mais vous avez le test de Noble, le test de Aubert, qui sont des tests, Rennes, qui sont des tests spécifiques pour déclencher la douleur, et c'est bien souvent très très facile, le diagnostic, il est clinique. Notez que si vous avez mal à la face externe du genou,
mais que vous avez mal en plus ailleurs, avec une douleur en interne, derrière, qui persiste longtemps après au repos, ou que le genou gonfle, ce n'est pas un syndrome de l'essuie-glace, ou en tout cas pas que ça, et il faut creuser un petit peu, vraiment, essuie-glace, c'est mécanique, et c'est localisé latéralement. Si vous faites rien, ça peut être un enfer à traiter. Parfois, la solution, elle est chirurgicale. Les chirurgiens habitués, des experts de ça, il n'y en a pas beaucoup, viennent gratter un petit peu cet épicondyle pour permettre d'éviter ce frottement. On va pas, pareil, c'est sujet à discussion dans la communauté scientifique, mais en tout cas, ça va redonner un peu d'espace et de capacité d'adaptation et ça suffit pour vraiment faire disparaître la douleur. Il existe également des petites infiltrations dans ces zones-là qui donnent de bons résultats. La kiné avec le renforcement de la jambe, de la cuisse, des muscles fessiers, la correction du pied, de la cheville et tout ça, enfin tout un tas de techniques, ça améliore également les patients. Le podologue a également un rôle très important avec des semelles qui vont dans les chaussures et vont corriger la position des pieds qui du coup vont indirectement agir sur ce qui se passe mécaniquement au genou. C'est important. Bon, ce sont des traitements qui des fois marchent très très bien. Mon cas personnel, j'ai mis des semelles chez le podologue, j'ai plus jamais eu mal au genou. Et je me suis renforcé aussi les muscles fessiers, les muscles de la hanche. Chez certains, même des traitements bien conduits ne portent pas leurs fruits. Et là, il faut pas hésiter à demander au médecin du sport, au médecin traitant, d'orienter vers un chirurgien qui a l'habitude de faire ça. Qui sont les sports les plus concernés par le syndrome de l'essuie-glace? On l'a dit, la course à pied. Des études en 2023 montrent que c'est 60 à 70% des cas des coureurs. Donc déjà, voilà, des gens qui font d'autres sports, il faut pas tout de suite penser à ça. Ça existe, bien entendu, mais c'est la plupart du temps des coureurs à pied. 60-70% des cas. Alors on l'a dit, c'est une dizaine de pourcents, 5 à 12 je crois de mémoire, de coureurs réguliers. C'est pas le coureur qui se met à la course à pied, c'est vraiment des gens entraînés qui augmentent leur activité d'entraînement pour réussir une course ou s'aligner avec un dossard. Donc ce sont souvent des coureurs réguliers. Ce sont également des coureurs longue distance. C'est pas des gens qui vont faire du 100 mètres ou du 200 mètres. Ce sont des coureurs qui vont faire du 10 km et au-delà. Donc du semi, des marathons, des trails, des Ironman et tout ce qu'on connaît maintenant. Donc ce sont des gens qui courent beaucoup. Personnellement, ça m'était arrivé quand j'étais étudiant en STAPS et que je faisais de la course d'orientation. Voilà, ça cochait toutes les cases. J'avais un pied plat, je manquais de force, je courais en forêt, ça monte, ça descend et je courais longtemps. Donc c'était vraiment toutes les cases cochées pour déclencher un syndrome de l'essuie-glace. Ensuite, on a des facteurs qui sont aggravants, on l'a dit. Quand on fait des montées-descentes répétées, et c'est pas tant la montée le pire, c'est la descente, ça augmente. Et quand on fait une augmentation brutale du kilométrage, quand on passe de 20 à 30 km par semaine à 80 à 100 km par semaine sur des routes vallonnées et des chaussures qui sont en mauvais état, là, pareil, vous cochez toutes les cases. Donc il faut bien contrôler. Ensuite, on a le cyclisme, 15 à 20% des cas. Et oui, le vélo, parce qu'on fait flexion-extension un nombre de fois aussi incalculable. Donc ce sont surtout des vélos de route et du VTT. Et là, la cause numéro 1, c'est un mauvais réglage de la machine. Je vous invite, si vous voulez faire vraiment du vélo, à aller faire une analyse de votre vélo chez un spécialiste parce que une selle trop haute avec des jambes trop tendues, une selle trop avancée, des cales mal réglées, des pédales automatiques qui vous mettent les pieds en rotation interne, c'est dramatique, des braquets trop durs en côte, des positions trop en avant sur la selle. Bon, toutes ces erreurs ergonomiques, ça aboutit à un syndrome de l'essuie-glace dans 15 à 20% des cas, on vient de le dire. Dernier sport, tous les autres sont concernés bien sûr, mais moins. On l'a dit tout à l'heure dans la course à pied, la randonnée et le trail. Le trail aujourd'hui dépasse en fréquentation la course sur route. Il y a une explosion du trail aujourd'hui en France et donc c'est 10 à 15% des cas. Évidemment la descente le pire. Quand on met un sac à dos lourd en plus sur le dos, ça accentue. Et alors quand le terrain est irrégulier avec un VTT, là c'est terrible. Donc attention, si on fait du vélo en montagne ou de la randonnée du trail, on peut être sujet à ça. Voilà, les autres sports, on en a en ce moment, la marche nordique, pareil, syndrome de l'essuie-glace. Vous avez le ski de fond, bien sûr, l'aviron et le football. De toute façon, le football, c'est le sport le plus traumatique. Non seulement parce que c'est le sport le plus pratiqué en termes de licenciés en France dans les clubs, mais aussi parce que en termes de pourcentage, c'est un sport qui traumatise de la tête aux orteils
partout, donc évidemment le foot n'est pas à l'abri. La question évidemment que tout le monde se pose, peut-on courir avec ce syndrome? Réponse oui, mais comme toujours, vous pouvez, mais à condition d'avoir une gestion stricte au cordeau selon le stade de la pathologie. Il y a des données scientifiques récentes de ça en 2024 qui montrent que le renforcement des muscles abducteurs de hanche, donc les muscles qui écartent les cuisses, globalement les muscles fessiers, ça réduit la douleur de 20 à 100%. Donc c'est pas rien quand même. Donc on peut courir, mais ça veut dire qu'il va falloir mettre en place un système derrière de prévention, de dosage des contraintes, de dosage de l'entraînement qui est quasi impossible à faire pour soi-même quand on connaît pas bien et qu'on a peur de faire une erreur. Même en regardant partout les protocoles sur Internet, vous pouvez être sûr de faire une erreur. Allez consulter. Faites confiance à des kinés du sport qui ont l'habitude de prendre en charge ces pathologies et ils vont adapter la contrainte et adapter le dosage qui va bien et vous avez de très grandes chances de vous en sortir rapidement. Aujourd'hui, je cours beaucoup, je cours à très bon niveau, je n'ai plus jamais une seule douleur au genou de ma vie, ça ne me gêne absolument plus. Donc il n'y a aucune raison pour que vous puissiez ne plus recourir derrière. Quels sont les facteurs aggravants? Alors ça rejoint l'étude de 2024 que je vous ai citée, je vous passe les détails des références, mais s'il y a des confrères et des professionnels de santé, je pourrais vous envoyer les références. Le premier lieu, le facteur numéro 1, le premier cas, c'est le déficit de force du moyen fessier et des muscles fessiers qui écarte la cuisse, je vous l'ai dit. Quand on est debout en équilibre sur une jambe, ces muscles-là servent à écarter la jambe, mais quand on court, c'est l'inverse. Quand on est en appui sur cette jambe, ça stabilise le bassin. Si on n'a pas de force, pouf, le bassin tombe complètement de l'autre côté ou n'est pas assez tenu. Donc un déficit de force de ces muscles-là, c'est un facteur de risque énorme. On l'a dit tout à l'heure, je le redis, les descentes, quand vous faites du dénivelé, le fait d'avoir des descentes, il y a une augmentation de l'angle du genou, ça frotte beaucoup plus et donc ça augmente les risques et les douleurs en descente. Troisième, on l'a dit aussi tout à l'heure, je le note encore, très important, l'augmentation brutale du volume. Quand on augmente brutalement son entraînement, son volume, on maximise les chances de se blesser. Donc c'est important, il faut augmenter progressivement. Les tissus biologiques humains sont des tissus vivants qui vont s'adapter, mais à condition de les respecter et d'y aller doucement. Il faut augmenter petit à petit sur plusieurs semaines. Attention aussi, j'entends des patients qui me disent « Ah ben j'y suis allé doucement, j'ai commencé lundi un peu, mercredi un peu plus, vendredi j'y suis déjà bien allé, et puis paf, j'y suis allé à fond la semaine prochaine. » Bon, ça marche pas. La progression, c'est sur 3 à 6 mois. Et encore, on peut prendre encore un peu plus de temps. Il y a une règle qui dit qu'il faut essayer d'augmenter maximum de 10% par semaine. Maximum, c'est déjà beaucoup 10%. Moi, je vous recommande 5%. Courez petit à petit, augmentez du repos, réaugmentez la semaine d'après. On repart d'un peu plus bas, on monte doucement. Faire un vrai programme avec un professionnel, parce que le but, c'est pas de se blesser, c'est de pouvoir durer pour notre santé et notre plaisir. Donc, il faut y aller doucement. Quatrième facteur, la raideur de la bandelette. On l'a dit tout à l'heure, de cette bandelette latérale qu'on appelle le fascia lata et qui est associé au muscle tenseur du fascia lata. Donc c'est ces muscles-là avec les fessiers qui stabilisent la hanche et le genou quand on est en charge. Et ça, plus c'est raide, plus on est concerné par ce risque de pathologie. Il reste deux facteurs. Le premier, c'est les chaussures inadaptées. Alors attention à pas rentrer dans la psychose de la chaussure. Honnêtement, moi j'ai tout entendu. Un coup on me dit bah oui mais mes chaussures sont trop usées. Un coup ah oui mais c'est parce qu'elles sont neuves. Un coup c'est parce qu'elles ont un drop. Vous savez c'est l'épaisseur qui permet d'augmenter l'inclinaison du pied. Un coup j'ai un drop trop important, un coup il est trop faible, un coup il est trop neutre. Tout ça c'est important effectivement d'avoir une chaussure qui soit confortable et adaptée, mais ne pas rentrer dans la psychose parce que alors, sinon on s'en sort pas. Je rappelle de manière humoristique très fréquemment que les Kenyans courent avec nous des chaussures qu'on mettait dans les années 80 et ça les empêche pas de courir pour aller au travail et faire un marathon les doigts dans le nez ou presque. Donc attention à pas trop rentrer dans le côté marketing de la chaussure et pas tomber dans des pièges, surtout que c'est pas donné. Donc attention. Dernier élément, les surfaces, on l'a dit tout à l'heure, les routes vallonnées, bombées, courir toujours dans le même sens du même côté, ça augmente. Attention quand vous faites également de la piste, certains s'entraînent sur piste d'athlétisme, c'est très bien, mais il faut varier le sens, pas toujours courir dans le même sens. On a aussi par exemple en ce moment, c'est la saison des crosses, vous savez, c'est les courses un peu en milieu naturel où on est dans la boue, dans l'eau, ça monte, ça descend, ça tourne, il y a de la boue partout. J'en ai fait souvent, c'est terrible comme effort, et là évidemment c'est vallonné, en plus vous avez les appuis glissants, enfin,
Donc tout est réuni pour pouvoir se faire mal dans ce sport. Autre question sur ce syndrome, y a-t-il des différences selon le profil sportif? Alors oui, la science nous dit que si vous êtes un coureur occasionnel, donc en gros vous courez moins de 20 km par semaine, c'est pas pareil qu'un coureur régulier et c'est pas pareil qu'un trailer ou un ultra-runner. Donc par exemple, on sait que le coureur occasionnel qui augmente brutalement, il va avoir un risque plus important et c'est le coureur régulier, souvent lui le plus à risque, qui court 20 bornes et qui se dit tiens, je vais passer à 80, c'est bon, je suis entraîné, j'ai un bon fond et je vais faire un peu de vélo en plus parce que ça me fera du bien. Là, c'est risque maximal. Ok, donc attention à ça. Le cycliste, lui, la cause numéro 1, c'est un réglage mauvais, inadapté de son vélo et une augmentation de la cadence trop forte. Donc c'est pareil, facteur de risque maximal. Je vais passer à la périostite tibiale, du coup, pour terminer ce webinaire. Alors, ça prend différents noms. La périostite, on l'appelle aussi le syndrome de stress de la face médiale du tibia. Ça prend plein de noms. Bref, c'est la membrane autour de l'os du tibia qui s'inflamme. On a différentes données de la littérature et c'est la plupart du temps un coureur régulier, pareil, qui augmente trop vite son intensité, qui peut se faire mal. Quelles erreurs d'entraînement favorisent la périostite et qu'est-ce qu'on peut faire pour la prévenir et l'éviter? On l'a déjà dit, pas d'augmentation trop rapide, trop brutale. Le périoste, il va s'adapter et cicatriser entre 4 et 6 semaines, 8 semaines si on est sur des zones étendues. Donc, il lui faut du temps. Donc, il faut augmenter doucement, 5 à 10% par semaine maximum. Ok, donc progression lente sur 2-3 mois pour que l'os ait le temps de s'adapter. Pour donner une métaphore, c'est comme la cuisson. Vous avez déjà peut-être entendu parler de ça. Ça, je pense jamais été testé, mais pour dire, si on veut cuire une grenouille, vous mettez l'eau à 100 degrés qui bout, vous mettez la grenouille vivante dedans, pouf, elle ressort systématiquement, elle ne reste pas, c'est normal. En revanche, vous mettez la grenouille dans l'eau froide, dans la casserole, vous montez le feu tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, là elle sort pas et elle est cuite. Donc c'est exactement la même chose, si vous augmentez brutalement, boum, effet rebond, vous vous blessez, c'est certain, ou presque. Deuxième erreur, on l'a dit, pour la périostite, il y a le terrain vallonné, mais il y en a une autre, c'est la surface dure. Moi, quand j'avais beaucoup de patients, j'avais souvent des militaires qui s'entraînaient pour des épreuves de préparation militaire et qui, du coup, couraient en rangers sur des terrains durs avec des sacs de cailloux plein le dos et des sacs, des pactages et tout. La surface dure, chaussage inadapté, surcharge de kilos, bon, pareil, augmentation brutale, tout est réuni pour avoir des problèmes. Et puis, c'est pas la rangers qui va s'adapter, hein. On est d'accord, ça va être l'os qui va adapter, qui va prendre plus la contrainte. Les chaussures usées, pareil, mauvais. Il faut des bonnes chaussures pour courir avec un bon amorti. Et puis, pas de renforcement. On a une étude de 2024 randomisée qui montre que un coureur qui se lance juste en courant et qui fait pas de préparation physique, pas de renforcement musculaire à côté, il maximise ses chances de se blesser et la plupart du temps, il a une périostite. Je rappelle quand même quelque chose qui est important, c'est que l'os, il est fait pour résister aux contraintes en compression, c'est fait pour, on appuie dessus et il est fait également pour résister aux contraintes en traction, quand les muscles viennent tirer sur l'os, à force de se contracter. Donc ça, c'est bon pour son métabolisme. Ça va l'aider à se renforcer. À l'inverse, il n'est pas fait pour résister aux contraintes en torsion, ni aux contraintes comme ça en dislocation. Je ne sais plus le nom technique en biomécanique, mais ça, il n'est pas du tout fait pour ça. Par contre, appuyer dessus et résister à la traction, il est là pour ça. Donc ce sont des bonnes contraintes pour l'os, mais pas trop, parce que sinon, il va se fragiliser. On a encore une erreur, c'est le manque de variété et d'intensité. C'est-à-dire quand on fait tout le temps le même effort, tout le temps la même chose, tout le temps répété, on va risquer la périostite. Autre erreur, il en reste deux, c'est ignorer des signaux précoces. Quand on néglige des petites douleurs qui augmentent, qui traînent, on a mal dans le mollet, on a mal à l'avant du tibia, on dit que ça va passer, on s'adapte, on serre un peu les dents, et puis arrive un jour où on peut plus, et donc ça fait mal. Donc ça, c'est une erreur. Et puis, de reprendre trop vite également une activité après un arrêt, on s'expose à plus de risques. La kinésithérapie permet-elle d'éviter les récidives? Et après, je vous laisserai, je vais prendre vos questions. Oui, la kinésithérapie permet d'éviter les récidives et ce type de blessure. On a des niveaux de preuve très élevés avec des données récentes. On se parle d'études contrôlées, randomisées, des méta-analyses de 2024 et de 2025 qui montrent que le renforcement musculaire, des étirements, du dosage, du renforcement adapté chez le kiné va permettre de prévenir toutes ces pathologies et bien sûr de les guérir si malheureusement elles surviennent. Ensuite, je vais prendre vos questions. Sonia, le port d'une genouillère
genouillère peut aider? Oui, la genouillère, ça peut aider, mais alors si on se parle du syndrome de l'essuie-glace, non, enfin oui et non, faut essayer, mais spontanément j'aurais tendance à dire non, parce que tout ce qui va rajouter de la compression sur le genou et donc qui va venir écrabouiller la bandelette qui frotte déjà trop contre l'os, bah ça va avoir tendance à augmenter la friction sur l'aspérité osseuse. Mais chez certains patients, ce syndrome de l'essuie-glace, il est causé par un manque de contrôle du genou. Le genou, il est en charge, hein, entre le pied au sol et le poids de corps. Le genou, c'est lui qui s'adapte au milieu. Des fois, on a des genoux qui partent trop en dedans, trop en dehors, on est mal stabilisé, on est instable. Et donc, le fait d'avoir une genouillère, ça va permettre d'améliorer la proprioception, la sensation de stabilité du genou, et ça va permettre de mieux tenir le genou. Donc, parfois, ça va aider, c'est vrai, à contrôler ces pathologies. Est-ce qu'un drop trop important sur les chaussures de running peuvent influer sur le syndrome de l'essuie-glace? Bien sûr, puisque ça va augmenter la position du pied en flexion plantaire et donc qui va mimer la reproduction de la descente en montagne. Ça va entraîner mécanique, aucune chance d'y échapper, une flexion plus importante du genou et également une flexion de la hanche et de la coxo-fémorale, comme on dit, plus importante. Et si je veux remonter une augmentation de la lordose lombaire, c'est mécanique, c'est obligatoire. C'est comme les talons chez les femmes. Donc conclusion, ça peut majorer les contraintes sur le genou et c'est souvent, un peu comme on le disait tout à l'heure, on peut pas résumer un traitement à une technique. De la même manière, on ne peut pas résumer une pathologie à une cause. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça qui conduit au problème. Et pour éviter que ça revienne, il faut débusquer toutes ces causes et les corriger une par une. Ensuite, quelles précautions je dois prendre? J'ai mal aux deux genoux et j'ai un marathon dans 2 mois à faire. Mal aux deux genoux, il faut voir est-ce que ce sont les deux genoux qui font mal en même temps ou alors on a d'abord eu mal à un premier puis à force de compenser parce qu'on se dit oh là là, il faut à tout prix que je réussisse mon marathon, j'ai mal à l'autre en compensation. Dans tous les cas, marathon dans 2 mois, il y a encore une longue préparation devant vous. Il faut 1, consulter, 2, adapter. Ça ne grève absolument pas la participation et même la performance au marathon, mais il faut s'en occuper, sinon l'entraînement va être perturbé, la préparation va être perturbée, les résultats seront pas à la hauteur, voire abandon pendant la course, donc il faut s'en occuper de manière sûre. Pourquoi les joueurs de tennis font du vélo après leur match? Alors, très bonne question, c'est pour la récupération active. On sort un tout petit peu du cadre, mais c'est une question souvent qu'on se pose en effet. D'ailleurs, ça sert également en échauffement. En athlétisme, on s'échauffe beaucoup sur les vélos avant d'attaquer les séances sur piste. Et en fait, ça va servir à la récupération qu'on appelle active. C'est-à-dire que quand on a un effort intense, si on arrête brutalement, le corps, lui, au niveau métabolique, il n'a pas compris qu'on s'était arrêté encore. Et donc, il va continuer à travailler. Bon, il va ralentir, évidemment, mais on va avoir une accumulation de déchets métaboliques dans le corps qui n'est pas souhaitable quand on est un sportif de haut niveau, comme par exemple un tennisman, une tenniswoman. Et donc, ce qu'on leur dit, après l'effort, on va faire une petite récup active, un peu comme un décrassage qu'on disait avant, et puis on les fait pédaler tranquille pour vasculariser, pour amener du sang, oxygéner le sang, éliminer les déchets métaboliques, les toxines, etc. Et ça va permettre d'avoir une meilleure récupération et surtout, ça va leur permettre de repartir dès le lendemain ou le surlendemain sur des entraînements très intenses, voire un voyage à l'autre bout de la planète avec le décalage horaire et de repartir sur des tournois différents. Le tennis a ceci de particulier, c'est qu'on change de surface en fonction des saisons. Le foot, ça se joue sur un gazon, point. En revanche, le tennis, un coup la terre battue, un coup le gazon, un coup c'est du quick, un coup c'est dur. Donc, il y a de l'adaptation en permanence et il faut qu'ils récupèrent très très vite pour enchaîner les carrières. Je finis en disant que les carrières sont courtes et donc on peut pas prendre le risque de se blesser. Donc ils maximisent les participations dans des tournois et donc il faut qu'ils en fassent le plus et donc il faut qu'ils soient bien préparés pour ça. Donc voilà, récupération active, vous pouvez faire exactement la même chose. Après un marathon, après une course, après une sortie vélo un peu longue, vous faites une petite activité dite de récupération. Par exemple, vous allez après une course, je vous donne mon exemple personnel, après une compétition de running, on s'arrête pas tout de suite et on rentre chez soi. On se fait un petit footing en trottinant, tranquille, vraiment juste pour tourner les jambes, se dégourdir les jambes, s'oxygéner et avoir une meilleure récupération derrière. Alors Enzo, je ne sais pas si vous avez abordé le cas des tendinopathies, mais j'entraîne une depuis 1 an. Impossible de m'en débarrasser malgré kiné. Alors pareil, là, ça va être un peu juste, sachant que le sujet est très vaste. Tendinopathie, ça peut être beaucoup de choses. C'est un syndrome fourre-tout, tendinopathie. Ça peut être une tendinite à la jonction entre le muscle et le tendon. Ça peut être la tendinopathie au milieu du corps du tendon. Ça peut être la tendinopathie à la jonction entre l'os et le tendon. Ça peut être une bourse séreuse qui est un petit espace de glissement. Ça peut être aussi le tendon qui coulisse à l'intérieur de sa gaine qu'on appelle une ténosynovite.
Donc ça peut être plein de choses, il faut consulter, impossible de répondre sans en plus savoir où, comme ça. Mais en tout cas, consultation absolument importante pour mettre le bon traitement. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on arrive au bout, il y a encore plein de questions, le sujet est passionnant, j'ai raté plein de questions, mais j'ai beaucoup de choses à dire et je pourrais rester encore toute la journée s'il faut. Bon, j'ai fait un petit zoom vraiment sur 2 pathologies très fréquentes parce que c'est les choses qui nous reviennent le plus souvent en consultation, ou moi quand on me demande mon avis, c'est 1 fois sur 2, c'est pour ça. Mais des blessures sportives, c'est très large, on aurait pu se parler de pubalgie, d'entorse, des ligaments croisés du genou, des douleurs de hanche qu'on a rapidement évoquées tout à l'heure, les douleurs lombaires, le dos, les épaules, les tendinites, bon, le coude, etc., etc. C'est un très vaste sujet. Donc merci pour votre participation. J'espère que vous avez appris plein de choses et moi j'ai eu beaucoup de plaisir à partager tout ça avec vous. Bonne fin de journée à tout le monde et j'espère que vous avez appris pas mal de choses.